On commence par une image un peu douce parce que le manga d'aujourd'hui parle d'une affaire sordide qui a réellement eu lieu à la fin des années 80 au Japon. Donc je préfère prévenir que si vous êtes un peu sensible, que vous n'avez pas envie d'aller sur des sujets qui mettent très mal à l'aise, peut-être que cette vidéo, faut mieux pas la regarder. Parce que le manga dont on va parler aujourd'hui, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, il est là. Il s'appelle 17 ans, une chronique du mal. Et il est très fortement inspiré de l'affaire Junko Furuta. L'affaire Junko Furuta, c'est un fait divers qui avait défrayé la chronique, comme on dit au Japon. Ça s'est passé en 89 et en fait, c'était une bande de mecs, d'adolescents qui étaient tous mineurs, qui étaient plus ou moins liés à des milieux criminels, mais qui eux-mêmes étaient surtout des lycéens un peu rebelles, voilà, qui ont enlevé une fille, Junko Furuta, et qui pendant près d'un mois l'ont violée, torturée, battue, brûlée. Vraiment, c'est une horreur, et elle en est morte. Ils ont été jugés, condamnés à des peines de prison énormes, parmi les plus grandes de l'histoire du Japon, je crois. Et voilà, c'est une histoire dont le Japon se souvient bien, c'est un fait divers qui les avait marqués. En France, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est quand même un fait divers qui a été traité ici et là. Si ça vous intéresse, je vais mettre en description une vidéo de la chaîne de Liv, pour ceux et celles qui connaissent, qui est une youtubeuse qui parle d'affaires criminelles. Elle a fait une vidéo sur Junko Furuta où elle explique bien l'affaire. Et donc là, le manga qu'on a là, qui s'appelle donc 17 ans, une chronique du mal, reprend l'affaire. Alors, excusez-moi, reprend l'affaire. Ce n'est pas officiellement, si je puis dire, une adaptation de l'affaire Junko Furuta. Le personnage ne s'appelle pas Junko Furuta. Les noms, l'époque, tout ça, c'est pas exactement ça. Mais très clairement, quand on connaît le fait divers, on voit bien que c'est ça, c'est de ça dont ça parle. C'est un manga en 4 tomes qui est sorti au Japon en 2004, je crois. Je vais vérifier. C'est vraiment le truc que je vérifie à chaque fois. Il faudrait que j'apprenne à vérifier avant la vidéo. Ça pourrait être pas mal. Ouais, 2004 au Japon. Hey, j'avais raison. 2004 au Japon, mais en France, il vient tout juste de se terminer. Le quatrième tome qui est ici est sorti il y a vraiment 2 jours, je crois. Donc, je viens de le terminer. C'est sorti chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Naban, qui a commencé il n'y a pas très longtemps, qui a encore assez peu de titres à son palmarès, si je puis dire, à son catalogue. Mais c'est qui sort des titres différents. C'est pas du tout une maison à la quête du prochain shonen. Il y a Ronnie qui arrive. Merci Ronnie. Et donc c'est une maison à suivre. Moi pour l'instant je n'ai lu que ce 17 ans, une chronique du mal, qui est donc, comme vous le voyez sur les couvertures, scénario de Seiji Fuji, dessin de Yoji Kamata. J'ai regardé, en France en tout cas, ils n'ont rien fait d'autre. Au Japon, j'ai pas vu non plus de traces, mais les recherches en japonais sont toujours un peu plus compliquées à faire. Je vais virer Ronnie de là, hop. Mais a priori, 17 ans, c'est la seule œuvre, en tout cas, qui est sortie en recueil de leur part. Il y a une difficulté initiale. Alors, comme je dis, l'affaire Junko Furuta est une affaire extrêmement sordide, où il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Le manga, étonnamment ou non, mais c'est une de ses grandes forces, n'est pas très... enfin, si, il est évidemment sordide dans ce qu'il raconte, mais graphiquement, il n'est pas très sordide. Donc en fait, je vais tourner les pages sans trop avoir peur de vous montrer des pages qui vont gêner YouTube, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Alors normalement, c'est au moment où je dis ça que je tombe sur une page ultra trash, mais non, même pas. Mais non, oui, c'est un manga qui est finalement plutôt soft dans ce qu'il montre. Il y a jamais de scène de viol graphique, si vous voulez. Les scènes de violence sont finalement assez calmes, assez atténuées. Enfin, j'ai lu des mangas bien plus violents que 17 ans, graphiquement, hein, je parle. Par contre, le propos, ben oui, ça parle d'une bande d'ados qui enlève une adolescente de leur lycée, enfin du lycée d'un d'entre eux, et qui la séquestre chez les parents d'un, et qui vont la torturer pendant des jours et des jours. C'est un très bon choix du manga, je trouve, justement, de ne pas être allé dans la surviolence,
pour accompagner le propos et surtout pour se concentrer sur la violence en fait psychologique, sur la manipulation psychologique qui a lieu. En gros, on comprend que c'est ce groupe d'ados, de mecs qui profitent de cette fille, c'est tous de sombres merdes. C'est très centré autour de lui, qui est le plus jeune de la bande et qui est très sous influence du chef. Il y a un petit chef un peu à la bande, enfin un petit chef, même un gros chef, qui est balèze, qui est très violent, qui est lui, avec cette tête-là. Et ce mec-là terrifie un peu tous les autres. Donc tous les autres se servent en fait de ce mec-là comme excuse pour se dire oui, mais si j'accepte de rentrer dans ce truc, dans cette affaire ultra sordide, c'est pas parce que j'ai envie de violer cette fille, c'est pas parce que ça m'amuse de la torturer, c'est parce que j'ai peur de lui et je veux pas qu'il me tape. Et ils vont tous un peu se servir de cette excuse psychologiquement. C'est-à-dire quand je dis se servir de cette excuse, c'est les uns envers les autres, mais même c'est même face à eux-mêmes en fait, pour justifier leurs actes. Et il y a tout un enjeu psychologique autour de ça qui est très intéressant et qui est assez finement mené, je trouve. Les auteurs s'en sortent très bien pour nous dépeindre des personnages, notamment donc lui, qui est vraiment l'ado qu'on suit le plus, avec lesquels on a une certaine empathie parce qu'on comprend qu'il a peur, qu'il sent bien qu'ils sont en train de faire un truc qu'ils ne devraient pas faire, pour le moins. Mais même si on a une empathie, on ne va pas les prendre en pitié. Et notamment la fin du manga, je ne vais pas vous spoiler, mais je l'ai trouvé très fine, très très fine psychologiquement, dans ce que ces mecs ressentent. Où en fait les auteurs ont très très bien évité le piège de les rendre trop humains, de faire trop la pénitence, vous voyez, de les excuser, qu'ils demandent pardon et que la victime leur accorde le pardon. Il va sur autre chose qui est très très intéressant. Je veux pas trop vous en dire, mais je trouve très fine les dernières réflexions des personnages des mecs dans le tout dernier manga. Également, comme je disais, graphiquement, c'est pas très violent, graphiquement, j'insiste, mais il y a le style graphique est assez neutre. C'est pas du grand dessin, c'est pas du mauvais dessin non plus, mais c'est neutre et finalement, je trouve que ça va bien aussi à l'histoire de pas en faire trop. Alors, je tombe sur une des rares pages où il y a un peu de nudité. Je trouve ça bien qu'il n'en ait pas fait trop, Yoji Kamata, le dessinateur. On reste sur un manga finalement neutre qui permet de ne pas trop emphaser. Sur une histoire comme ça, inspirée de faits réels en plus, ça aurait été de très mauvais goût, je pense, de faire des personnages super expressifs, avec des visages super exagérés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on reste sur un trait assez avec des proportions réalistes et qui ne s'envolent pas dans des effets de style trop brillants, on va dire. Il se concentre sur l'histoire, sur ce qu'il y a à raconter. On est proche des personnages. Hop, on retombe sur un peu de nudité, je suis désolé. Je vais changer de tome peut-être. Et une autre des différences avec la véritable affaire Junko Furuta, c'est la couverture du 2 qui le montre, c'est qu'ils ont rajouté, l'auteur Seiji Fuji a rajouté une histoire de sœur jumelle. En fait, la victime donc, est enlevée et elle a une sœur jumelle qui lui ressemble évidemment comme deux gouttes d'eau, qui elle n'a pas été enlevée du tout et qui recherche sa sœur, en fait, qui pense que sa sœur a fugué parce qu'ils ont reçu un appel où elle les a appelés contraintes et forcées par les mecs, évidemment, qui l'ont forcé à appeler ses parents pour dire qu'elle est partie avec un ami. Et ça, c'est un vrai détail de l'affaire Junko Furuta. Ils avaient également forcé la véritable victime à faire ça. Donc la police arrête un petit peu les recherches, mais la sœur jumelle, elle sent bien qu'il y a un problème, que c'est pas la vérité. Et donc elle continue les recherches, elle arrive à motiver la police. Donc il y a tout un pan de l'histoire, pas du tout secondaire, qui est même quasi principal, où on suit cette sœur jumelle qui cherche sa sœur, quoi, qui comprend qu'il y a un problème et qui va la chercher. Donc il y a un côté enquête, il y a un côté aussi spirale de la violence chez les mecs, qui en fait, le groupe, ils sont 4-5, se délite petit à petit, parce que il y en a qui veulent arrêter, il y en a qui commencent à avoir peur quand la police se met dans les histoires. Il y a le fait qu'ils retiennent cette fille chez les parents de l'un d'entre eux. Donc en fait, les parents sont aussi complices. Ils comprennent bien qu'il y a un truc qui se passe, qu'il y a une fille menottée à l'étage de leur maison, et ils se font eux aussi menacer par les enfants. Donc il y a toute une réflexion assez intéressante sur
sur la tradition japonaise, sur le fait que les familles ne veulent pas sont prêts à tout assumer du moment que ça ne se sait pas. Si ça sort pas de la maison, c'est pas grave. Si les voisins sont pas au courant, c'est pas grave. Il y a aussi toute une réflexion sur un peu le pouvoir des adolescents vis-à-vis de leurs parents. La bande de mecs est vraiment insupportable. On a envie de les tuer du début à la fin. Et notamment vis-à-vis de leurs parents. Leurs parents sont extrêmement lâches, hein, ils font semblant de rien voir, mais ils sont vraiment sous influence de leurs enfants, leurs enfants adolescents, quoi. Il y a tout un témoignage, en fait, via ce manga, un peu, d'une certaine dérive du Japon ou de la société en général, mais de cette lâcheté sociale, en fait, où tant que ça ne se sait pas, on accepte toutes les saloperies dans la famille, tous les comportements inacceptables sont acceptés du moment que ça ne se sait pas. Du moment que ça sort pas de la sphère familiale, que ça sort pas de la maison, on accepte. Donc la bande va se déliter, comme je vous ai dit, jusqu'à un peu s'entretuer, parce que le grand chef, lui, veut garder le silence sur tout ça, il veut pas aller en prison. Donc il menace tous les autres de les faire tomber avec lui s'il parle. Il y a une affaire de Yakuza, lui, c'est un Yakuza beaucoup plus important, qui connaît un peu toute la bande de mecs, et c'est un peu c'est leur supérieur, on va dire, dans la criminalité, et qui, quand il va comprendre ce que ces mecs ont fait, vont essayer de les arrêter aussi, quoi. Donc voilà, il y a plein d'aspects à l'affaire qui sont tous très bien menés. Le manga est... Pardon, j'ai un peu un chat dans la gorge ce matin. Le manga, malgré qu'il parle d'une affaire réelle et sordide, n'est pas contemplatif. Ça avance très vite. C'est un manga d'enquête, quoi. C'est un manga policier, presque. En tout cas, d'investigation de la part de cette sœur jumelle que vous voyez là. Et c'est très rapide à lire, on est pris dans l'histoire, dans le rythme. Le rythme est très très bien mené. Donc faut pas s'attendre à un truc trop lent, on va dire, comme peuvent l'être parfois les mangas réalistes. Vous savez, les chroniques sociales, parce que là il y a un côté chronique sociale, hein, évidemment. Mais non, c'est un manga qui avance. Je vais pas trop vous montrer ce dernier tome parce que j'ai pas envie. La fin est vraiment intéressante. Encore une fois, il y a des différences avec l'affaire Junko Furuta. Ce n'est pas une transcription, stricto sensu de l'affaire Junko Furuta. Les auteurs ont pris beaucoup de liberté et je pense qu'ils ont bien fait. En fait, c'est un des thèmes que je voulais aborder avec cette vidéo. C'est très difficile, je trouve, de reprendre une affaire réelle pour en faire une œuvre de fiction, parce que on touche à des sujets où il y a des véritables personnes concernées. L'affaire Junko Furuta, c'est 89. Le manga, c'est 2004, donc 15 ans après. C'est-à-dire que, à la fois, les victimes, enfin la famille de Junko Furuta, que les coupables sont encore vivants en réalité. Ce manga, ils vont peut-être le lire. Donc, ça crée déjà, alors les coupables, à la rigueur, tant pis pour eux. Enfin, les victimes, ça peut être bizarre, en fait, de se dire la famille de Junko Furuta va lire un manga sur leur fille. C'est un peu étrange. Et puis, il y a aussi le fait que sur une affaire réelle, on n'était pas là, les auteurs n'étaient pas présents. Et même s'ils l'avaient été, c'est très dur de savoir ce que les uns et les autres peuvent avoir dans la tête. Exactement. Donc là, on projette des psychologies sur les personnages, mais peut-être que c'est pas exactement ça qui se disait, que ça s'est pas passé comme ça. Enfin, on peut jamais savoir. Donc je trouve que il y a une prise de liberté quand on adapte une histoire réelle en fiction, qui est toujours un peu dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça nécessite une approche particulière, je trouve, ce genre d'entreprise. Et là, je trouve que c'est bien réussi le fait justement qu'ils aient mis une distance en faisant en sorte que ce ne soit pas exactement Junko Furuta dont ça parle ici. C'est très très inspiré, on reconnaît évidemment le mécanisme, l'évolution de la situation, mais ce n'est pas Junko Furuta. Et je trouve ça bien vu. Et je trouve ça très bien vu aussi également qu'il se soit concentré plutôt sur cette sœur jumelle, donc qui est inventée, et sur ce personnage, comme je vous dis, un des garçons, qui se pense moins coupable que les autres. Il a toute une réflexion. En fait, lui, il a été un peu forcé à être là-dedans, ce qui est un peu vrai au départ. Disons qu'il est effectivement un peu moins partie prenante au départ, mais on se rend compte, enfin, notamment via le dernier tome, on a une vision du truc, on revoit ce qu'on a déjà vu, où en fait, oui, il a été forcé, mais il a eu plein de moments où il aurait pu se dissocier de tout ça, où il aurait pu aller voir la police,
et il ne l'a pas fait. Donc oui, il est également coupable. Et je trouve ça très bien de s'être concentré sur un coupable et sur quelqu'un qui fait une enquête en même temps, la sœur jumelle, parce que se concentrer sur la victime, sur la souffrance de la victime, donc cette fille qui est menottée à un lit et qui va être violée et battue pendant des semaines, ça aurait été très très dur à supporter, je pense, en tant que lecteur. Et ça aurait pu donner qu'un manga un peu de performance, entre guillemets, de voir jusqu'à quel point on peut aller dans la violence, dans le sordide, dans l'insupportable. Là où en se concentrant sur l'affaire, en se concentrant sur la notion de culpabilité, sur la notion des mensonges qu'on se raconte à soi-même pour supporter les erreurs qu'on fait, pour se croire être un bon garçon alors qu'on est en train de violer une fille, ça rend le manga en fait plus riche d'un point de vue émotionnel, je trouve. Et alors là, c'est le moment où je me mets un petit peu en avant. Certains d'entre vous savent que j'écris des livres, et j'ai écrit notamment il y a quelques temps, en 2019, un livre qui s'appelait Rattrapage, qui était sorti chez Actes Sud Junior, qui est un très court livre de quelques dizaines de pages. C'est un monologue en fait qui se lit en une fois, monologue intérieur. Alors c'est sur un sujet bien moins grave que l'affaire Junko Furuta. C'est sur le harcèlement scolaire et sur les violences, on va dire les violences scolaires. Et en fait, là aussi, j'avais pris un peu ce même mécanisme qui était de me concentrer sur la coupable. En fait, ça se passe pendant le rattrapage du bac et on suit une fille qui reconnaît dans la foule des gens qui viennent au rattrapage, qui reconnaît un mec qui a fait une tentative de suicide pendant leur année scolaire, et un peu à cause d'elle, pas spécialement à cause d'elle, mais à cause de plein de gens du lycée, dont elle. Et donc c'est un peu le même mécanisme que dans 17 ans, que je me suis concentré sur la coupable plus que sur la victime. C'est un livre qui a eu son petit succès. Si vous me connaissez en tant qu'auteur, c'est potentiellement par celui-là. Et si vous ne me connaissez pas, pourquoi pas, c'est un petit livre qui coûte pas cher, qui est pas long. Donc si vous voulez découvrir ce que j'écris, c'est une porte d'entrée possible. C'est pas la seule, mais c'est un livre que j'aime bien. Rattrapage, voilà. Donc je fais un peu ma pub au passage. Mais en tout cas, 17 ans a un peu ce même mécanisme, enfin même complètement ce même mécanisme, de se concentrer sur le coupable plus que sur la victime. C'est un manga, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui est pas, c'est pas un immanquable, il est pas inoubliable, c'est pas une grande œuvre, mais je l'ai trouvé très bien mené. Je trouve qu'ils s'en sont vachement bien sortis, Seiji Fuji et Yoji Kamata. C'était un piège un peu, fallait y aller quand même, aller à un fait divers aussi connu au Japon, aussi sordide, et réussir à s'en tirer sans qu'il y ait de manque de respect, sans qu'il y ait de récupération trop... vous voyez, ils vont pas trop dans le divertissement, genre ils en font pas un manga d'action ou que sais-je, et avec une vraie réflexion psychologique sur la place des ados au Japon, sur la violence, sur la lâcheté familiale, sur encore une fois les mensonges qu'on se raconte pour échapper à sa propre culpabilité, pour continuer à se dire qu'on est le gentil. C'est vraiment intéressant. Grosse empathie pour les sœurs jumelles qui sont bien, qui est très bien menée aussi. On s'attache beaucoup à ces sœurs, même si la victime, comme je dis, la victime c'est celle finalement qui a le moins voix à la narration. Il y a très très peu de scènes où on est dans la tête entre guillemets de la victime, si vous voulez. Mais je pense que c'est un bon choix en fait. C'est un bon choix parce qu'il y a la sœur, donc ça permet quand même d'avoir un point de vue innocent. Mais si on était trop du point de vue de la victime, on aurait été dans un truc très dur à supporter, je pense, vu ce qui se passe dans l'histoire. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser à ce manga, de vous intéresser à cette maison d'édition. Gardez-la à l'œil, Naban. Ils ont commencé il y a 2 ans, je crois. Ils n'ont pas encore beaucoup de mangas au catalogue, mais ça fait toujours plaisir de voir une maison qui apparaît, qui sort des choses un peu différentes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Voilà, je vous mets en lien, comme je vous ai dit, une vidéo qui parle de l'affaire Junko Furuta, pour ceux que ça intéresse, qui veulent avoir un peu plus de détails. Et je vous dis à bientôt avec un manga beaucoup plus léger, je pense. Et ben voilà, merci beaucoup, merci à tous pour les commentaires, les abonnements, tout ça. Et à la semaine prochaine.